Bonjour à tous. Merci d'être présents pour cette conférence sur le référencement et sur la e-réputation. Donc je tenais à me présenter, je suis Eric Niakissa, je travaille chez Audimat, une agence de marketing internet. Dans l'heure qui va suivre, je n'ai pas la prétention de vous donner toutes les astuces et les secrets pour être le mieux placé sur Internet, mais ce que je veux, c'est qu'on puisse comprendre ensemble comment cela fonctionne. Vous donner bien sûr un panorama général, vous donner également les limites peut-être et les risques, ainsi que les bonnes pratiques. Et il y aura un temps réservé à la fin pour les questions-réponses et les interventions. Donc même si en cours de présentation vous avez des questions, n'hésitez pas, il faut que cette intervention soit justement dynamique. Alors voici un petit peu le sommaire, il y aura une brève introduction, on parlera des enjeux en tant que personne physique, en tant qu'individu et en tant que société. On a parlé là des limites, des bonnes pratiques, quelques outils également que je vous donnerai pour gérer sa réputation et améliorer son référencement. Et enfin, je vous laisserai la parole. Alors sur le référencement, je tenais dans un premier temps à faire la différence entre ce qu'on appelle le référencement dit naturel, le référencement organique, qui est donc encadré en vert, qui correspond tout simplement à un classement par l'algorithme de Google de votre site internet. En rouge, ce que vous avez en haut et à droite correspondent aux liens commerciaux, où là bien sûr il faut mettre du budget pour être présent. Alors en France, qu'est-ce que cela représente? On est à plus de 96% de part de marché pour Google. On va rester sur un contexte français. Bien sûr, dans le monde, c'est un petit peu différent. Google est toujours premier, mais il y a comme moteur de recherche Yahoo, Bing et également Baidu. Baidu qui est le moteur de recherche chinois. Et bien sûr, vu la population, c'est l'un des moteurs les plus importants également dans le monde. Quand on parle de référencement, c'est important aussi de se poser la question, mais tout compte fait, quel est l'impact de ce référencement? Et vous pouvez voir sur le graphique que le premier résultat va récupérer plus de 50% de trafic. Je dirais que l'enjeu n'est pas seulement d'être référencé, mais d'être bien référencé, d'être bien positionné. Considérons le référencement juste comme de la mise en rayon. Mon produit est dans un rayon, peut-être même au fond du magasin. Le positionnement, c'est d'être en tête de gondole. Au sujet de la e-réputation, je vais vous donner quelques chiffres et le premier, c'est celui-là. Aux États-Unis, 1 personne sur 4 fait des recherches sur des individus, sur des personnes physiques ou même morales. C'est le cas pour son conjoint, sa conjointe, pour ses enfants, pour ses parents, peut-être pour ses collègues de travail, son employeur, ses salariés, tout simplement sur des marques ou des personnalités, des célébrités. Ça devient un réflexe. Je ne vais pas vous cacher qu'avant même moi d'embaucher des personnes, je regarde sur Internet, mais qui elles sont, qu'est-ce qu'elles font? Et certainement, je l'espère, que mes futurs salariés recherchent également sur Internet qui je suis. Et ça devient un réflexe même au niveau professionnel. C'est-à-dire que lorsque l'on est en rendez-vous commercial, avant de rencontrer un prestataire, un fournisseur ou un client, on a envie de savoir à qui on a affaire. Donc ça commence à arriver bien sûr en Europe. En 1 minute, 602 nouveaux internautes dans le monde, 580 qui vont créer un compte Facebook. Donc bien sûr, la part de Facebook est non négligeable. D'ailleurs, si on considérait Facebook comme un pays, ce serait le 3e pays le plus peuplé dans le monde. Après, bien sûr, la Chine et l'Inde. Sur les blogs et Facebook, encore quelques chiffres qui pourraient faire tourner la tête. En 1 minute seulement, 626 articles sont postés sur des blogs. Plus de 79 000 messages sur les murs Facebook. Les petits boutons « j'aime », il y en a plus de 382 000 qui sont cliqués chaque minute. Et là, j'ai même pas envie de lire le dernier chiffre qui fait peur, plus d'1 demi-million de commentaires en 1 minute. Ça, c'est l'activité sur Facebook. Et sur Twitter, il y a un petit peu moins d'engouement de manière globale en termes de nouveaux membres. On est à 208 nouveaux membres à la minute, c'est tout de même pas mal. Ce qui est le plus intéressant, c'est la communication qu'il y a derrière. Plus de 34 000 tweets sont écrits, sont diffusés sur 1 minute. Et aujourd'hui, ici, sur ce salon, il y a également un compte Twitter. Et en temps réel, vous pouvez aller voir sur la page officielle, il y a donc les tweets qui sont relayés au fur et à mesure. Maintenant, sur les mobiles. Parce qu'on commence de plus en plus à avoir des smartphones, que ce soit BlackBerry, iPhone, Nokia ou ce que vous voulez. On a accès à Internet. Qu'est-ce que ça donne?
ça donne qu'il y a plus de 5 milliards d'applications qui sont téléchargées. Bien sûr, applications Facebook, applications Twitter, applications de GPS, applications... Alors, avertisseur de radar, on n'aura peut-être plus beaucoup la possibilité d'en avoir. Mais en tout cas, il y a énormément d'applications qui sont téléchargées. 5 millions d'utilisateurs sur Foursquare. Foursquare est bien plus utilisé outre-Atlantique qu'en France. C'est juste un outil qui permet de se géolocaliser. C'est-à-dire, aujourd'hui, je suis à Maubeuge. Tout à l'heure, je vais être dans telle ville, dans tel lieu. Il y a plus de 200 millions d'utilisateurs sur Facebook mobile, sur les plus de 600 millions qu'il y a au total. Donc un tiers des utilisateurs de Facebook ont également Facebook sur leur téléphone. Et bien sûr, 100 millions de vidéos qui sont visionnées sur YouTube. Ce sont des chiffres qui doivent vous faire prendre conscience de l'ampleur. Et je dirais que la question n'est pas de savoir est-ce que je dois être sur les réseaux sociaux, est-ce que je dois utiliser tout ça, mais surtout comment. Parce que la question de savoir si on doit l'utiliser ou pas ne se pose plus. Par contre, il y a d'autres questions qui se posent. Des questions qui sont posées par les internautes. Alors bien sûr, moi je vous pose la question à savoir est-ce que vous le saviez, qu'eux-mêmes se posaient la question. Avant, on posait la question à nos parents. Dans une entreprise, on posait la question à son comptable, à son avocat. Bah, maintenant, on pose la question à Google. Alors les gens se posent des questions, où trouver ceci, où trouver cela. Ça pourrait être où trouver une entreprise, où trouver votre entreprise, où trouver votre activité. Des comment. Les gens ne savent pas comment faire. Donc ils posent la question, encore une fois, pas à des personnes, mais à Google, à une personne, entre guillemets, morale. Et j'insiste sur le fait qu'on ne sait plus écrire. Je fais malheureusement partie de la génération qui ne sait pas écrire. On sait écrire texto, on sait écrire de manière raccourcie, mais les fautes, effectivement, c'est un fléau. Par contre, pour nous, annonceurs, entreprises, c'est une opportunité. C'est une opportunité de se faire référencer sur des fautes d'orthographe. Et il faut les exploiter. Rien que dans mon cas, ma société c'est Audimat avec un O, je me référence également sur Audimat AU. Une moto bleue éclairée devant l'espace Pulfort, jet pour la scolarité. Est-ce qu'elle peut être déplacée? Merci. Je vous rassure, c'est pas la mienne. Alors, il y a aussi des pourquoi. Et vous pouvez faire ce type d'exemple sur Google. Hein. Vous allez sur Google, vous tapez pourquoi, il y a une autogénération des résultats. Les gens se posent des questions. Pourquoi ceci, pourquoi cela, pourquoi il, pourquoi elle. Bon, il y a également le fait que Google, outre le fait qu'il répond aux questions, d'ailleurs Facebook maintenant le fait également, Google peut également nous géolocaliser. Et si vous avez si vous avez une entreprise ou une association, une activité, vous pouvez également aller sur Google Local Business Center pour enregistrer votre activité et ainsi apparaître sur une carte. L'enjeu, il est simple. Quand on cherche par exemple un restaurant, on ne va pas taper restaurant. Si je cherche un restaurant, je vais taper restaurant Maubeuge. Ou alors, je vais taper restaurant, mais avec mon téléphone. Et mon adresse IP sera géolocalisée. En fait, je ne veux pas visiter le site d'un restaurant. Moi, tout ce que je veux, c'est y aller. Je veux connaître l'adresse et le numéro de téléphone. C'est exactement ce que proposent les résultats géolocalisés. Bien sûr, on peut également géolocaliser les internautes. Quand on se place du côté de l'annonceur, on peut faire ce type de ciblage. C'est-à-dire qu'on peut cibler au kilomètre près quel est l'internaute qui nous intéresse. Alors Google, on l'a vu, pas seulement des sites internet, pas seulement des réponses à des questions, pas seulement une géolocalisation, mais également des photos, des vidéos. On a parlé des recherches sur les personnes. Hein, un quart des recherches sont faites sur des personnes aux États-Unis, mais également, il faut savoir que YouTube est le premier moteur de recherche de vidéos. D'ailleurs, il a été racheté par Google pour 2,65 milliards de dollars. Les blogs sont également lus par Google, indexés très rapidement. J'ai cité quelques exemples où là, on voit qu'il y a une indexation très rapide, c'est presque du temps réel. Et Google n'indexe pas seulement un site, mais des résultats, des sujets dans un forum. Et sur le temps réel, bon, avec Twitter, on est... Voilà, en quelques secondes, on a les informations. Je pense que vous avez tous suivi les activités de certains hommes politiques aux États-Unis, rien que la semaine dernière. Lorsqu'il y a eu des dépêches et des informations, on n'avait pas besoin d'écouter France Info ni de regarder la télévision.
Il fallait juste avoir un compte Twitter et taper le bon mot-clé pour savoir en temps réel quelles étaient les actualités. Je parle notamment bien sûr de DSK, est-ce qu'il était libéré, pas libéré, qu'est-ce qui allait se passer. On savait tout en temps réel. Donc on est effectivement sur de l'instantané. Encore une fois, opportunités et menaces. Les opportunités, c'est surtout de savoir que lorsqu'on va publier une information, eh bien, le monde entier va être au courant, mais instantanément. Instantanément, bien sûr, avec ce type de technologie. Et puis, bon, là, c'était un petit bonus, mais Google ne fait pas encore le café, mais il fait quand même les horaires de train, la météo, la bourse. Je pense que le café, ça ne devrait pas tarder, mais il a énormément d'outils. Je ne l'ai pas mis ici. Il faut savoir qu'il y a 136 outils différents produits par Google. Donc quand après on se pose la question, mais comment Google fait pour savoir où est-ce que j'habite, si je suis un homme, une femme, etc. C'est simple, il recoupe les données, il peut savoir effectivement quel est votre profil type. Alors là, il faut se poser aussi des questions, mais maintenant en tant que particulier, sur cette notion de référencement et puis de e-réputation, tout compte fait, moi je suis un particulier, en quoi ça va m'intéresser? Peut-être que de trouver du travail, ça va m'intéresser. Je vais m'arrêter sur ce premier point-là, d'une manière générale, pas seulement le référencement et la e-réputation, mais je vais donner une anecdote, parce que j'ai reçu un CV d'une fille qui voulait être référenceuse. Bon, c'est rare dans le domaine de l'informatique avoir des filles, alors je me suis attardé un peu sur sa fiche, et puis j'ai regardé son CV, et notamment sa photo. Alors, en fait, c'est même pas moi qui ai regardé sa photo en détail, c'est plutôt un de mes collaborateurs à qui j'avais envoyé le CV. Et elle avait envoyé un CV en format Word. Mais lorsqu'on envoie un CV en format Word et que l'on rogne les photos, eh bien, on peut les dérogner, si je peux m'exprimer ainsi. Et notamment avec Google Docs, j'ai affiché le CV et je voyais la fille qui était bien posée, souriante, mais en dérognant, je le voyais avec un verre à la main et un verre sur la table. Vous comprenez qu'en termes, je dirais, de réputation, même si ce n'est pas de la e-réputation, parce que tout le monde ne le saura pas, ça donne déjà une certaine connotation. Bon, malheureusement, elle n'a pas été recrutée. Ce que je veux dire par là, c'est que c'est important, cette notion de référencement, de réputation, les actions que l'on a sur Internet, sur notre travail. Mais également, si on veut conserver notre travail, conserver, voire même avoir une promotion. Conserver, c'est peut-être un peu limitateur, mais à avoir une promotion. Si vous avez envie effectivement d'être reconnu auprès de votre entourage, peut-être que c'est l'occasion d'être présent sur les médias sociaux. Peut-être que les blogs que vous aviez décriés il y a quelques années, maintenant ce sera l'occasion d'en profiter. Peut-être que vous allez même pouvoir suggérer des idées. Et bien sûr, ces idées seront reprises, et je l'espère, par la direction. Alors après, là, c'est peut-être plus personnel. Retrouver des amis, des collègues de travail, ou tout simplement des camarades de classe, d'enfance. Vous faire chasser, bien sûr, parce que les chasseurs de tête ont toujours existé, mais avec Internet, c'est peut-être encore plus facile de trouver la bonne personne, qui est passionnée, qui est impliquée. Le fait aussi que votre avis compte et que vous deveniez influent. Il y a de plus en plus de blogueurs qui créent des articles uniquement pour tester des produits. Et à la force de tester les produits, ce sont devenus presque des références, alors qu'ils ne sont pas spécialistes ni en automobile, ni en high-tech, mais à la force de tester les produits, ils sont devenus influents. Et puis aussi, peut-être que ça vous intéresserait de savoir qui a vu votre profil, qui s'intéresse à vous. Alors, je suis désolé, je vais en décevoir certains sur Internet, en tout cas sur Facebook. C'est impossible de savoir qui a vu le profil, qui a vu son profil. C'est pas possible. Mais on verra par la suite que sur d'autres réseaux sociaux, c'est largement possible de savoir qui a vu son profil. Et là, il peut y avoir un impact. Alors, je voudrais aborder aussi peut-être les limites dans les deux cas, autant sur l'aspect référencement que sur l'aspect de la e-réputation. Il faut comprendre que ça ne va pas systématiquement se faire du jour au lendemain, que ce soit pour se référencer ou pour même créer une réputation. Vous allez me dire, ouais, mais tout à l'heure, vous avez dit qu'on pouvait faire du référencement temps réel. C'est vrai. Mais là, je vous parle d'un maintien dans le temps. Je vous parle de position sur une liste de mots-clés pour votre site, pour votre blog, pour votre activité. Je vous parle d'une réputation, du nombre éventuellement d'amis, du nombre de mentions
de nombre de citations de votre marque, de votre nom. Et ça prendra du temps. Et je dirais d'un côté, il ne faut pas être pressé. Et puis, d'un autre côté, il ne faut pas tarder non plus à commencer et à commencer à travailler sur son référencement et sur sa notoriété globale. En termes de référencement, il peut y avoir d'autres limites également. C'est l'insécurité. On est sur un salon qui parle de sécurité. Moi, je parle d'insécurité. Tout compte fait, c'est lié. Il faut savoir qu'on peut être un petit peu trop bien référencé. Certains éléments peuvent être trop bien référencés. C'est la première fois que je vais montrer ce type d'éléments parce que j'ai plus l'habitude de parler de référencement en termes de promotion et de marketing. Là, j'ai voulu l'orienter en termes de sécurité ou d'insécurité. Et comme je dis, vous pouvez vous faire voler, par exemple, des contacts. Vous tapez ce type de commande. C'est un petit peu barbare, mais pour certains, vous utilisez déjà les commandes avancées. Qu'est-ce que les commandes avancées? Par exemple, la première commande, qui est File Type, qui permet tout simplement de définir le type de document, le type de fichier que vous voulez voir apparaître. Donc on peut choisir des documents Excel, des documents Word, des images et des PDF. Et des documents texte également. In text, ça veut dire que je cherche absolument un élément dans le texte. Là, j'ai cherché à récupérer l'adresse email de personnes. Et ensuite, dans la commande in URL, je mets contact. Donc je veux que mes fichiers portent le nom contact. Alors il y a d'autres commandes encore. Hein. Là, je donne juste quelques exemples de commandes et surtout le résultat. Et premier résultat, je vois qu'il y a toutes les coordonnées des acteurs ayant indiqué certains éléments. Alors, je pense avoir une connexion Internet. On va faire le test et on va voir qu'est-ce que ça donne, ce type de résultat, et surtout quand on télécharge le fichier. Voilà. Donc là, je vais ouvrir un fichier Excel que j'ai téléchargé en fait grâce à Google. Hein. J'ai juste fait une simple recherche, donc je n'ai pas piraté. Tout compte fait, si les gens ne protègent pas leurs données, c'est pas ma faute. Voilà. Et là, j'ai 172 contacts. Alors, c'est peut-être pas des personnes, je n'ai pas mis des prénoms. Là, à mon avis, ce sont plutôt des sociétés. Mais j'ai les numéros de téléphone, je pourrais même avoir les adresses e-mail. Et notamment là, ici, j'ai même les adresses e-mail. Donc, il faut savoir également de quelle manière on va protéger ces données, parce qu'elles sont accessibles. À partir du moment où un document est mis sur Internet, ou sur un réseau connecté à Internet, il y a ce type de risque. Alors, continuons. On va voir qu'on peut trouver encore d'autres types d'éléments. Par exemple, vos coordonnées bancaires, votre RIB, s'il était sur Google. A priori, ça n'en dérange pas certains. Il suffit de taper cette commande que j'ai soulignée en vert, et vous allez avoir plusieurs coordonnées bancaires, notamment de l'Union européenne. Et là, pareil, si je clique sur le lien, je vais pouvoir télécharger le fichier Excel. Vous allez me dire, ouais, mais c'est qu'un RIB, c'est pas grave. Oui, enfin bon, moi j'ai déjà fait des prélèvements automatiques pour des clients. Je peux vous dire que les banques ne vérifient pas l'autorisation. Je peux prendre n'importe quel RIB et je peux faire un prélèvement sur n'importe quel compte. Alors un petit client, quand il va voir 200 €, il va dire qu'est-ce que c'est que ça? Si c'est une organisation, je ne sais pas si systématiquement ça va les déranger. Voilà, donc là j'ai Dexia pour... alors moi je ne connais pas tous ces noms-là, mais voilà, là j'ai tous les RIB, j'ai l'adresse... numéro de fichier, les frais, enfin... Je trouve que c'est tout de même gênant d'avoir ce type d'informations sur Internet. Est-ce que votre RIB, lui, il est sur Internet? Je vous invite à vérifier. J'espère pas pour vous. Mais pire encore, des documents dits confidentiels. J'ai voulu rechercher également des documents confidentiels sur Internet. Bizarrement, j'en ai trouvé. Alors, vu que c'est confidentiel, je ne vais peut-être pas vous les montrer, mais vous ferez le test. Sur le site de Radio France, j'ai trouvé des documents confidentiels qui étaient référencés. On reste dans le domaine du référencement. Sur la Cour des comptes, c'est encore un peu plus gênant. Et puis, j'ai même aussi un document confidentiel défense. Ça, c'est indexé sur Google. Moi, je ne suis pas pirate. Hein. Moi, je ne suis pas pirate. Ici, ils sont largement meilleurs que moi. Moi, je suis juste référenceur. Mais qui dit référenceur dit également chercheur, fouineur, j'allais presque dire. J'ai besoin de comprendre comment fonctionne Google, comment Google indexe les documents. Et j'ai besoin de me poser aussi les bonnes questions.
Oh, et puis là, bien sûr, les mots de passe. Alors, je ne l'ai pas souligné, mais ce qui est très intéressant, c'est de voir le nombre de résultats, hein. Là, j'ai 1,2 million de résultats sur des documents confidentiels sur Internet. Bon, encore, il n'y en aurait eu que 10. On aurait dit, c'est peut-être une... Bon, et là, plus d'1 million. Et les mots de passe, c'est pas mieux, hein. Plus de 9 millions de mots de passe qui traînent comme ça sur Internet. Et là, notamment, une liste. Et j'ai une liste complète de mots de passe. Alors, quelquefois, ce sont des mots de passe qui sont générés aléatoirement. Après, on peut générer des mots de passe aussi serveur. Si vous êtes curieux, vous tapez dans Google « Comment trouver les mots de passe ?» grâce à Google. Il y a un site qui vous liste toutes les commandes. Ça, je les ai trouvés tout seul, mais après, il y a quelqu'un qui liste vraiment toutes les commandes pour trouver des mots de passe serveur, pour craquer. Enfin, ces documents-là sont indexés. S'ils sont indexés, c'est parce qu'on les a mis sur un serveur. On les a mis, en fait, en liaison, en direct sur Internet. Prenons soin, bien sûr, de savoir qu'est-ce que l'on dit, qu'est-ce que l'on met sur Internet. C'est vrai que je vais en parler tout à l'heure, mais moi, j'ai déjà envie de vous dire, attention, on n'a pas le droit à l'oubli sur Internet. Et tout ce qui est dit, tout ce qui est publié, même dans un cercle privé, peut se révéler après dans un cercle un peu plus ouvert. Et là, juste quelques exemples, parce que je ne suis pas là non plus pour vous faire peur, mais surtout pour vous apporter quelques éléments de réflexion. Mais vos amis, éventuellement, sur Facebook, savent quelle est la marque de votre voiture, de votre écran, le nombre d'enfants, etc. Et ils savent aussi quand est-ce que vous partez en vacances. Le problème, c'est que les voleurs aussi. Donc, vous savez, moi, si j'étais voleur, sachant qu'à la base, je suis informaticien, donc fainéant, en général, hein, les informaticiens sont fainéants, bah, je ne vais pas prendre le risque de me faire... Enfin voilà, je ne vais pas prendre le risque de faire un casse en plein jour. Je vais quand même préparer. Et donc, pour préparer, ce que je vais faire, je vais juste regarder quelle est l'activité de mes amis. La marque de leur écran, la marque de leurs produits, quand est-ce qu'ils partent en vacances. Il faut savoir aussi que bah, le web, ça fait à peu près 15 ans que ça existe. Et il y a 15 ans, on a déjà dit des choses. Peut-être qu'on a critiqué une marque, une personne, un parti politique. Et puis, bon, après, avec le temps, on a changé d'avis. Mais qu'est-ce qui s'est passé si, il y a 5 ans ou 10 ans, ce que vous avez dit a été écrit? Ça risque de vous discréditer actuellement. Et c'est vrai que les paroles s'envolent, mais les écrits restent, et notamment sur Internet. Et il n'y a pas véritablement de droit à l'oubli. Le déréférencement est compliqué. On en parlera, mais c'est compliqué, c'est coûteux, c'est long. C'est difficile d'envoyer une injonction de faire à Google pour éradiquer des mises en cache ou des documents, par exemple. Donc moi, j'aurais envie de dire que limite, il vaut mieux pas parler, il vaut mieux rien dire. Il y a des choses que, bon, on peut se limiter à la sphère privée, mais tout simplement à l'oral, entre amis. Même si ce sont vos amis et que vous en parlez sur Internet, il risque d'y avoir des conséquences. Quelles sont les conséquences sur la vie professionnelle? Eh bien, vous avez entendu parler de personnes qui ont été licenciées, c'était chez Alten. 2 ans plus tôt, c'était chez Michelin. Licenciement parce qu'ils ont critiqué leur employeur. Et quand je dis dénigrer juste entre amis, hein. Mais en fait, après, c'est remonté à la direction, donc du coup, ça a été considéré comme public. Je ne cautionne pas systématiquement les décisions. J'ai juste qu'il faut comprendre les risques, il faut anticiper. Il y a aussi eu un candidat qui était un petit peu trop bavard sur son futur employeur. Eh bien, il n'a pas été recruté. Parce qu'il a un petit peu trop discuté de son éventuel emploi. Il y a en Suisse une femme qui était en arrêt maladie, elle avait une migraine. Moi, il faut que je reste dans le noir, je ne peux pas supporter l'écran, donc je me mets en arrêt maladie. Le problème, c'est que son employeur avait remarqué qu'elle surfait sur Facebook. Donc, sa déclaration de migraine avec incompatibilité d'utiliser un écran, eh bien, était incohérente, fausse. Elle a été licenciée. Il n'y a pas seulement, je dirais, ce que l'on dit, et même ce que l'on fait. Là, c'est juste un comportement. Elle n'a rien dit sur son employeur. C'est juste connecté. Et je dirais même que quand on se met sur MSN, Facebook, Skype, ou ce que vous voulez, il y a la gestion de sa disponibilité. Est-ce que je suis disponible? Est-ce que je suis là? Est-ce que je ne suis pas là? Eh bien, ça peut avoir des conséquences. Si vous dites, moi, toute la journée, je suis en réunion, je suis bloqué, et puis qu'on vous voit disponible, il y a un problème. Quand vous dites que vous êtes en arrêt maladie, et puis qu'en fait, vous surfez, et puis rien que surfer, je ne sais même pas si elle a parlé, elle a juste surfé. C'était en Suisse. C'était en 2010. Bon, alors,
Maintenant, il faut faire quoi? Maintenant, comment est-ce qu'on peut améliorer tout cela? Je vais rapidement vous donner les bonnes pratiques. Et j'ai volontairement essayé d'être bref, concis. Je ne vais pas rentrer trop dans le détail. Bien sûr, en fonction de votre niveau d'intérêt, vous pourrez me poser des questions. Mais sur le référencement, c'est quoi la bonne pratique? Comment je peux faire pour être bien référencé? La première étape, ça va être le choix des mots-clés. Alors là, je vous ai montré deux éléments, le choix des mots-clés ainsi que la longue traîne. La longue traîne, alors le dinosaure, comme ça vous allez vous en rappeler vite fait, la courbe signifie juste que si vous prenez un mot-clé concurrentiel, le mot logistique, c'est vrai qu'il est demandé par beaucoup de personnes. Le problème, c'est qu'il est coûteux et ça va être compliqué de se référencer sur ce type de mots-clés-là. A l'inverse, si vous prenez des mots-clés plus longs, comme études de cas de logiciels de gestion de logistique, c'est sûr que ça, il va y avoir que 5 personnes au monde qui vont taper ça tous les mois. Bon, l'intérêt, c'est déjà qu'elles seront vraiment intéressées et qu'elles vont certainement prendre votre logiciel. Mais le deuxième point, c'est qu'au moins, vous serez référencé plus rapidement. Et si votre but est d'être référencé sur le mot logistique, vous y arriverez, pas tout de suite, mais vous y arriverez en commençant par des mots-clés, on va dire, à rallonge. Et ensuite, vous pourrez raccourcir la taille de ces expressions pour ensuite arriver aux mots-clés concurrentiels. Pour prendre un cas précis, concret, on travaille avec Benetton, mais juste un revendeur. C'est pas la maison mère, c'est un revendeur. C'est le premier en France qui a eu l'autorisation de créer une boutique e-commerce. Bon, il voulait être en première page sur le mot Benetton. Tapez-le sur Google, si vous voulez, on peut le faire ensemble. Il y a quand même... à la limite, on va le faire ensemble. Parce que j'ai pas envie de raconter des bêtises. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y a de la concurrence, il y a un nombre de résultats non négligeable. Il y a 20 millions de résultats. Il y a 20 millions de résultats. En travaillant sur la longue traîne, notre client est arrivé en 4e position. Bon, après la géolocalisation, mais il est arrivé en 4e position. En travaillant sur la longue traîne, on a commencé par acheter jupe, femme, Benetton, pas cher. Bon, un mot-clé qui n'est jamais tapé. Bon, peut-être pour la fête des mères, mais sinon, c'est jamais tapé. Et au fur et à mesure, on a commencé à faire acheter jupe, Benetton. Et puis juste le mot jupe, Benetton, et puis ensuite le mot Benetton. Bien sûr, ça prend du temps. Pour cette raison, j'ai dit qu'il ne faut pas être pressé, mais ça fait partie des bonnes pratiques. Maintenant, revenons au premier point, le besoin. Justement, on a parlé de cet exemple-là, jupe et fête des mères. Tout compte fait, pourquoi est-ce qu'on achète une jupe? Bon, c'est pas juste pour la jupe en tant que telle. C'est surtout pour offrir, pour se faire plaisir, pour changer de look, pour se relooker. Et moi, je conseille à mes clients de travailler sur des mots-clés comme cadeau, fête des mères, comme conseil, relooking, par exemple, parce que ça correspond aux besoins. Vous savez, je ne suis pas très vieux et j'ai découvert le web il y a tout de même une douzaine d'années, en 99. J'ai créé ma première boîte mail sur Yahoo. D'ailleurs, à l'époque, je considérais que Yahoo était super et Google était nul. Parce que Google, il y avait juste un champ de recherche, puis il n'y avait rien d'autre. Et sur Yahoo, on avait la météo, on avait les mails, on avait les chats. Bon, bref, j'ai changé d'avis. Puis j'ai compris qu'il ne fallait pas avoir d'a priori sur Internet. Par contre, j'ai vraiment découvert le référencement il y a 7 ans, en 2004. Parce que j'ai créé une association. Moi, j'étais pour le covoiturage. Je ne suis pas issu de la région, je viens de Normandie. Et puis, il fallait que je rentre chez moi, voir mes parents de temps en temps. Puis, en plus, j'avais pas de voiture au début. Je me dis, faut que je fasse du covoiturage. Les sites que j'ai trouvés étaient, pour moi, pas top. Je me dis, je vais créer un site. Il était techniquement bon, je l'ai bien développé, etc. Super. Le problème, c'est qu'au bout d'un mois, j'avais personne sur mon site. J'avais 10 amis. Alors les 10 inscrits, c'était des amis et de la famille, quoi. Je suis même monté à 30, je crois, au bout d'un mois et demi. Et je me suis dit, mais il faut vraiment que je le fasse connaître. Comment je peux le faire connaître? Oh, j'ai fait des bêtises, j'ai fait des erreurs. J'ai même fait un peu de spam, entre guillemets. Et puis après, j'ai compris l'intérêt du référencement. Donc j'ai travaillé sur ces mots-clés-là. J'ai travaillé sur covoiturage, sur le mot covoiturage, c'est le mot produit. J'ai travaillé sur le service. Covoiturage gratuit, covoiturage pas cher, covoiturage Paris-Lille, etc., avec une géolocalisation. Puis après, je me suis posé la question, mais Eric, pourquoi les personnes font du covoiturage? En 2004, même si c'était la hausse des prix carburant, c'était pas non plus le plus connu, le covoiturage. Alors, qu'est-ce qui fait que les personnes vont faire du covoiturage? Bon, les plus philosophiques vont dire pour respecter l'environnement, favoriser l'écologie.
Mais les vrais besoins, c'était quoi? Il y en a certains, ils l'utilisaient pour faire des rencontres. Rencontres originales. Bon, j'ai pas travaillé là-dessus. J'ai travaillé tout simplement sur le porte-monnaie. On fait ça pour se déplacer moins cher, pour voyager moins cher. Quand j'étais en première page sur covoiturage, j'avais à peu près 30 000 pages vues. Quand j'ai travaillé sur toutes les villes de France, à peu près 36 000, j'avais environ 100 000 pages vues par mois. Mais quand j'ai été référencé sur le mot « voyager moins cher » devant les agences de voyage, eh bien, j'ai terminé à 1,3 million de pages vues par mois. 1,3 million de pages vues. J'étais étudiant. Bon, le site, je l'ai revendu. Mais ce qui est sûr, c'est qu'en termes de compétences, c'était le tout début pour moi. Et le besoin, c'est ce qui va faire la différence entre vos concurrents et vous. Si vous faites comme vos concurrents ou comme vos confrères, bah, vous serez aussi bien qu'eux. Si vous voulez être meilleur qu'eux, il faut travailler sur le besoin parce que ça, c'est rarement exploité. Alors ensuite, une fois qu'on a défini les bons mots-clés, vous avez compris pourquoi est-ce que c'est indispensable, parce qu'ensuite, on va les mettre sur les 3 piliers du référencement. La structure du site, le contenu et la stratégie de lien. Et d'ailleurs, vous avez cette phrase aussi qui est souvent reprise par les référenceurs, le contenu est roi, mais les liens sont empereurs. Brièvement, qu'est-ce que c'est que la structure? L'hébergement. Rien que ça. Il y en a, ils me disent, Eric, je ne comprends pas, je ne suis pas référencé en France. Je suis référencé sur google.com, mais pas sur google.fr. Puis je pose la question, mais ton hébergement, c'est qui? Bon, il y en a plusieurs. Mais il y a des... Bon, OVH, en plus, est dans le Nord-Pas-de-Calais, puis après, il y a One and One, etc. Mais justement, One and One est un hébergement français, mais les serveurs sont en Allemagne. Donc Google voit, bien sûr, que vous avez un .com, ok, mais vous êtes hébergé en Allemagne. Bah, vous ne serez pas référencé en France. C'est le premier point. Après, il y a le nom de domaine, il y a l'extension, il y a des balises. Bon, je vous les montre, mais on ne va pas rentrer dans le détail. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est qu'à la base, lors de la création, avec votre agence web, vous devez absolument leur poser les bonnes questions. Comment sera architecturé mon site? Ensuite, il y a le contenu. Alors, on différencie souvent le contenu visible du contenu invisible. Le contenu visible, c'est le contenu visible par les moteurs, hein, pas par nous. Nous, on verrait les images, les photos, les vidéos. Non. Le contenu visible, c'est le texte. Et on peut le mettre en valeur. On peut le mettre en valeur par des balises, on peut le mettre en valeur maintenant par des micro-formats, des notations, des commentaires et autres. Et même le contenu invisible par les robots, c'est-à-dire les photos, les vidéos, le flash, peuvent avoir du contenu alternatif. Alors non seulement c'est utile pour les robots, mais si en plus vous avez un public, vous voulez avoir un public éventuellement qui peut être déficient, qui peut avoir un handicap, en utilisant des contenus alternatifs, vous devenez accessible également pour eux. Ensuite, bon là j'ai laissé un lien, de toute façon la présentation sera disponible ensuite sur clé USB. Peter Smeyers est l'un des 72 référenceurs qui, aux États-Unis, a participé à une enquête en 2009 sur quels sont les critères pour être bien référencé. Je ne vais pas vous les lister, ils ont eux cité plus de 149, mais il a dit que la fraîcheur du contenu était certainement le point le plus impressionnant, le critère le plus impressionnant qu'il ait jamais vu, parce que la plupart de ces articles de blog sont référencés dans la journée, et souvent même en première page. Et éventuellement, vous qui avez peut-être des blogs, vous vous rendez compte que votre page est indexée très rapidement et vous êtes bien référencé. Alors, sur cette fraîcheur du contenu, regardez tout simplement Wikipédia. Wikipédia est actualisé très régulièrement, pas étonnant que ce site-là soit très bien référencé. Puis enfin, vérifiez votre quantité de contenu. Si vous avez 5 pages, vous avez 5 points de vente. Vous avez 5 moyens de vous trouver. Si vous avez 10 000 pages, vous avez 10 000 chances d'être vu. Donc multipliez le nombre de pages, ne le limitez pas à 5. Et si vraiment vous n'avez que 5 cœurs de métier, prenez des témoignages clients, développez ces exemples, mais ne vous limitez pas à 5 pages. Et troisième pilier, la stratégie de lien. Alors, il y a 3 types de liens. Il y a des liens internes. Encore un exemple avec Wikipédia. Hein. Quand on regarde une définition, tous les 5 mots, il y a un lien en bleu vers une autre définition. Donc, on s'en sort jamais, mais c'est comme ça que Google indexe les pages. Les liens sortants sont les liens que vous allez faire à l'extérieur. Et à l'inverse, les liens entrants. Les liens entrants, c'est, on va dire, presque le cœur du référencement.
Alors, comment trouver ces liens? Là, vous avez une méthodologie. Et la première des solutions est de transformer vos liens potentiels en liens réels. Là, il y a des journalistes, il y a des radios, il y a des personnes qui vont prendre des photos, qui vont faire des reportages. Et ces personnes-là ont des blogs. Il peut même s'agir d'étudiants. Ils vont citer votre nom, votre marque. Mais par contre, ont-ils pensé à faire un lien vers votre site? La première des choses que vous faites, tapez votre marque dans Google et regardez tous ceux qui parlent de vous sans vous faire des liens. Et là, après, c'est simple. Vous les rappelez, bonjour, vous les remerciez, vous les caressez dans le sens du poil. Merci d'avoir fait un article sur moi, c'est très gentil. Merci d'avoir parlé de moi, vous êtes vraiment formidable. Au fait, pourriez-vous juste faire un lien vers mon site, s'il vous plaît? Vous avez oublié, et ce serait bien parce que maintenant j'ai un site. Eh bien, c'est la première des méthodes qui vous permettra d'avoir des citations informatiques. Les citations dans le monde réel, bon bah voilà, on parle de vous, mais dans le monde informatique, pour Google, ce sont les liens qui vont pointer vers votre site. Donc, transformer ces liens potentiels en liens réels. Étudier la concurrence, je pense que c'est intéressant de savoir comment la concurrence fonctionne. Devenez intéressant, c'est-à-dire attirer les blogueurs, les internautes à faire des liens spontanément vers vous. Alors, il y en a, ils le font avec des jeux concours, il y en a, ils le font avec ce qu'on appelle un buzz, ou tout simplement de la provocation. Vous pouvez aussi utiliser un outil qui s'appelle Google Alert, on en reparlera, avec le mot-clé concerné, pour savoir autour, par exemple, de la sécurité informatique, ou autour de votre marque. À chaque fois qu'on va parler de ce mot-clé-là, vous allez être au courant, notifié par mail, et vous pourrez ensuite essayer de le transformer en lien. Et bien sûr, les BL, ce sont les backlinks. Hein, vous pourrez les récupérer grâce aux médias sociaux et également aux résultats en temps réel. Là, une liste d'outils. Je pense que le premier, c'est celui de Google. Google Webmaster Tools, il est gratuit. Il est gratuit, il vous donne des informations sur beaucoup d'éléments. Sur vos liens entrants, mais également sur le temps de chargement de vos pages, sur les mots-clés qui sont les mieux positionnés. Après, on a Outil-Ref qui est français, Majestic SEO qui est un site anglais, et puis encore d'autres liens pour que vous puissiez vous analyser votre stratégie. Voilà, je dirais, les bonnes pratiques en termes de référencement. Maintenant, sur la e-réputation, c'est un peu plus complexe, parce qu'il n'y a pas de notion d'algorithme. Il n'y a pas un algorithme qui dit que vous avez une bonne réputation, une mauvaise. C'est vrai que c'est un peu plus complexe. Alors j'ai décidé de vous proposer trois axes de travail. Premier, c'est de faire un état des lieux. Alors, la première des choses que vous devez faire absolument, sauf si vous l'avez déjà fait, c'est taper votre nom dans Google. Vous googlez vous-même. Ça, c'est indispensable. Qu'est-ce qui est dit sur vous ? Ensuite, alors si vous avez un problème d'homonymie, parce que votre nom de famille est commun, il faut rajouter l'activité, il faut rajouter la ville, il faut rajouter des éléments différenciants. Regardez également ce qui est dit sur vous, mais sur un cercle fermé ou pseudo-fermé, les réseaux sociaux. Les réseaux, que ce soit Viadeo, LinkedIn ou Facebook, c'est a priori un cercle fermé, tout n'est pas dévoilé. Vérifiez ce qui est dit sur vous au travers de ces réseaux. Le deuxième point sur la e-réputation, c'est de définir ses objectifs. Tout compte fait, qu'est-ce qu'on veut faire? Est-ce qu'on a quelque chose à faire ou pas? Est-ce qu'on est totalement indifférent ou alors on a un enjeu? Alors, pour certains, c'est juste devenir la personne la plus influente dans son domaine, devenir une référence, devenir voilà, un repère dans un domaine très précis. Donc c'est le cas bien sûr pour les blogueurs, mais pour des chefs d'entreprise, des entrepreneurs ou des cadres, c'est aussi une manière de motiver indirectement ses équipes, de voir que l'on est dynamique et que l'on est impliqué dans son métier. Dans certains cas, notamment pour des marques, ça peut être l'occasion de recruter et fidéliser ses clients, l'occasion de pouvoir leur donner des activités, même pourquoi pas de leur parler de nos projets. Puis avec les différents problèmes que certaines marques ont eu, c'est aussi le fait de réassurer, de dire on est là. Je vous rassure, vous pouvez nous contacter, on est à votre disposition. Dans certains cas, Facebook ou Twitter sont presque utilisés comme, vous savez, le 0892, là, la ligne SAV. Il y a un problème, on va directement, maintenant c'est le réflexe, on va sur Twitter ou sur Facebook. Alors, moi, j'ai déjà utilisé ce type de réseau pour un problème, c'était sur Chronodrive.
Je ne sais pas si vous connaissez, c'est un peu comme Auchan Direct, Auchan Drive ou tous ces systèmes-là pour faire ses courses sur Internet. Moi, j'ai pas trop le temps. En fait, j'ai le temps, comme tout le monde, hein, j'ai 24 heures, mais il faut que je les gère au mieux. Donc, je fais mes courses sur Internet. Puis, à un moment donné, je ne pouvais pas passer ma commande. Qu'est-ce qui se passe? Sur le site, il n'y a pas de moyen de contact direct. C'est un mail, c'est une plateforme, on n'aime pas trop ça. C'est impersonnel. Alors, je vais sur Facebook, je dis attention, là, votre site, je ne peux plus passer commande. Qu'est-ce qu'on fait? Bah, immédiatement, ils réagissent, ils disent oui, on est en train de réparer le problème, on vous tient au courant, et ils réagissent. Et ça va réassurer la personne. On était déjà client, mais il y a un problème, on a envie d'être réassuré. Et puis, troisième axe, gérer sa réputation sur Internet. Ça peut être déjà le fait d'animer sa communauté, si tel est le cas. Je dirais aussi de choisir ses amis. Alors moi, je ne suis pas un bon exemple parce que j'accepte presque tout le monde sur Facebook. Mais moi, je vous conseille de faire l'inverse. C'est-à-dire de ne pas accepter n'importe qui, de vérifier d'où ils viennent. Même, d'ailleurs, moi, quand je les accepte et puis je leur dis ironiquement ou naïvement, au fait, j'ai une perte de mémoire, on s'est rencontrés où? Parce qu'effectivement, il y a des faux profils également sur Facebook. Appliquer, bien sûr, le plan d'action, c'est-à-dire, avant, on a défini ses objectifs. Après, il va falloir l'appliquer. Moi, je suis dans un monde réel. D'ailleurs, je suis entrepreneur. C'est-à-dire que je ne suis pas là juste pour parler, mais pour agir. Quand je définis mes objectifs pour l'année en cours ou pour l'année suivante, ensuite, je dois mettre les moyens et je dois appliquer. Et puis, il faut réagir. Il faut réagir plutôt que subir. C'est-à-dire que il faut, s'il y a un problème par rapport à votre marque, par rapport à votre nom même, réagir et commenter plutôt que de laisser passer le temps. Ce n'est pas toujours très bon. D'ailleurs, quelques éléments que je vous ai conseillé de retenir. Fuir les réseaux sociaux, ce n'est pas la solution. Alors, le contre-exemple, peut-être, c'est ma sœur. Elle est prof d'anglais. Elle dit, Eric, j'ai pas envie d'être sur Facebook. J'ai pas envie que mes élèves voient qui je suis, avec qui je suis marié, etc. Oui, peut-être. Sauf que si vous n'êtes pas sur Facebook et que l'on vous marque sur une photo, bah, vous ne pourrez pas le savoir. Et si on parle de vous et que vous n'êtes pas sur Facebook, vous ne pourrez pas le savoir non plus. Créez au moins un compte, si vous voulez, avec un nom bidon. Mais au moins créer un compte pour avoir accès à toute cette ressource du web caché. Ne pas avoir peur non plus de la critique. Vous savez, il vaut mieux avoir des personnes qui vous critiquent sur votre terrain, sur votre blog, sur votre compte Twitter ou Facebook. Parce que si vous n'avez pas de moyens de communication, là, ça va les frustrer. Là, ils vont se dire, purée, on ne peut même pas les contacter. Ou éventuellement, on met un message et c'est supprimé automatiquement. On nous refuse notre droit à la liberté d'expression. Donc, qu'est-ce qu'ils vont faire? Bah, eux, ils vont créer un blog. Ils vont créer un blog, mais contre vous. Dans le Nord-Pas-de-Calais, à Lille, en novembre 2010, une société a été placée en liquidation judiciaire, notamment à cause de cela. Parce que les plaintes des clients étaient remontées. Il n'y avait pas de communication, injoignable. Ils se sont ligués, ils ont créé des blogs, ils ont réagi. Et bien sûr, là, c'était trop tard. Alors, je dirais inutile de mentir, vous l'avez vu au niveau de sa disponibilité, au niveau tout simplement de ses relations. C'est inutile de mentir sur Internet parce que tout va se savoir très vite. Savoir également qu'à partir du moment où on dit quelque chose, même avec des paramètres de confidentialité, il y a un risque. Je vais essayer de vous montrer, j'avais préparé ça. Voilà. Là, il s'agit de ma liste d'amis, parce qu'en fait, j'ai une liste d'amis, mais je suis un peu parano, et donc j'ai créé des listes. En fait, je ne suis pas vraiment parano, c'est plus dans un but marketing que je le fais. Donc, je les trie par catégorie socio-professionnelle. Ce sont mes critères à moi, ce sont mes groupes. Je mets ici toute ma famille, je les mets à l'écart. Je mets ici les différentes zones géographiques avec lesquelles je communique. Alors, je dirais même, c'est même pas parce que je suis parano, mais parce que j'ai pas envie non plus de les spammer. Si je parle en anglais, bon, pour la plupart des Français, ça ne va peut-être pas les intéresser, et vice-versa. Donc il y a des informations que je vais cacher en fonction de si je parle d'un sujet anglophone ou francophone. Alors mes influenceurs, ça je les garde bien au chaud, parce que ce sont mes relais d'information à chaque fois que j'ai un bon plan à transmettre. Ça, ce sont ceux qui sont en relation avec ma société. Qui ils sont? Est-ce que ce sont des clients, des anciens clients, des fournisseurs, des partenaires potentiels? Ceux de mon équipe ou ceux qui ne sont plus dans mon équipe, je ne vais pas réagir de la même manière. Au niveau professionnel, même au niveau de la religion, parce que je n'ai pas envie de choquer. Donc je respecte. Donc je dois faire attention à comment est-ce que je vais m'exprimer.
Alors au niveau du sexe, parce que voilà, quand je vais parler de certaines choses et que je m'adresse aux femmes, j'ai pas envie que les hommes soient au courant, et vice versa. Et puis, quels sont mes réseaux, voilà, quels sont un petit peu mes réseaux, où est-ce que je les ai rencontrés, etc. C'est pas parce que j'ai tout ça que je suis à l'abri. Moi-même, je me suis rendu compte que certains de mes pseudo-amis, mes contacts, alors qui m'acceptent pour voir ce que je fais, mais qui veulent pas que moi je regarde leur mur. Bah, bizarrement, je vois ce qui se passe. Oh, pas sur leur mur, c'est vrai, mais avec les interactions avec les autres. Ceux qui bloquent leur mur, je vois quand même ce qu'ils font avec les autres. Leurs commentaires, leurs messages, leurs visites. Donc, moi, ce que je suis en train de dire, c'est attention. Ne dites que vraiment ce qui est nécessaire sur Internet, parce que tôt ou tard, ça se sait, malgré la quantité de filtres qu'il peut y avoir, parce que ce n'est pas fiable. Bon, ça, j'en ai parlé. Hein. La question, c'est bien sûr pas est-ce que je dois y aller, est-ce que je dois m'inscrire, est-ce que je dois l'utiliser, mais surtout comment. Comment je dois l'utiliser. Puis j'ai dit au besoin d'utiliser le déréférencement. Bon, le déréférencement n'existe pas réellement. Il n'y a pas de solution pour disparaître de Google. C'est très compliqué, ni de Facebook. C'est pas tout à fait réel. Même de changer une photo. Hein. Moi, j'ai eu un de mes collaborateurs. Je lui ai dit, tu sais, tu devrais faire gaffe à tes photos quand même. Et puis il a voulu changer sa photo. Bah, trop tard. La photo sur Facebook, elle est indexée dans le cache de Google. Donc si vous changez votre photo sur Facebook, après, il faut supprimer la photo du cache de Google. Et là, je peux vous dire que c'est bien plus compliqué. Et plutôt que de vouloir supprimer, rappelez-vous le petit diagramme que j'ai montré en tout début avec l'impact du positionnement. Le premier résultat, c'est 50%. Le dernier, c'était 0,57%. Il y a un ratio de 1 à 100 entre le premier et le 10e résultat. Et c'est pas tout. 80% des internautes ne vont pas en deuxième page. Vous savez, si vous cherchez bien sur moi, peut-être vous allez trouver des choses un peu négatives ou neutres. Peut-être pas négatives, je n'ai pas beaucoup. Mais peut-être neutres. Mais même si j'avais quelque chose de négatif sur moi, ben je ferais tout pour que les choses positives apparaissent en première page. Parce que 80% des internautes ne vont pas aller au-delà. Donc plutôt que de chercher à détruire, à supprimer, à éviter... Non. Plutôt, mettez-vous en avant. Et j'ai une amie qui m'a dit, écoute Eric, voilà, j'ai créé une boîte il y a 10 ans, j'étais en liquidation judiciaire, dépôt de bilan, machin. Maintenant, j'ai recréé une boîte, mais ça reste toujours sur société.com. Ah bah ça c'est sûr. Hein. Si y a une liquidation ou autre, bah ça se saura. Le problème, c'est pas justement que ce soit présent, mais où est-ce que c'est présent? En premier ou en 20e page? Moi, je dis, parle de toi. Crée-toi même un compte copain d'avant, même si c'est pas utilisé. mais au moins, ça prendra de la place sur Facebook. Sur Google. Crée-toi un compte Facebook, même si tu l'alimentes pas, un compte vidéo, etc. Parce que toutes les choses positives arriveront en avant parce qu'elles sont en général plus ou moins bien référencées. Et puis, tes anciennes erreurs du passé, on les verra pas. Il y aura que quelques curieux, et puis ceux-là, de toute façon, ils sont peut-être un peu trop curieux, donc ils n'auront pas à travailler avec toi. Ensuite, quelques outils pratiques, et ce sera quasiment la fin, quelques outils pratiques sur le référencement et la e-réputation au niveau global. Évitez la mauvaise indexation, on l'a vu, hein, si vous ne voulez pas que vos comptes bancaires, vos adresses e-mail et autres, ou vos documents confidentiels soient indexés, eh bien, ne les mettez pas. Ou alors, protégez-les. Vous avez des attributs no cache, no archive, qui empêchent l'archivation et l'indexation de Google. Le robot.txt est un fichier informatique qui se place à la racine de votre site qui permet de dire je ne veux pas que tu ailles voir dans tel répertoire. Le .htaccess, alors moi je ne suis pas le spécialiste, mais ici vous avez plein de spécialistes en sécurité, ils vont vous parler des .htaccess, des .htpassword pour protéger des répertoires. Je ne dis pas que c'est la solution parce que c'est contournable, mais je vous donne quelques pistes. Pour votre référencement, il n'y a pas d'outils pour être bien référencé, je suis désolé, ça n'existe pas. Il y a juste des outils pour suivre l'évolution de votre référencement. Il y a juste des outils pour voir si les actions que vous avez menées sont efficaces. Il y a ce qu'on appelle des outils d'aide à la décision. Est-ce que je dois référencer tel mot-clé ou tel mot-clé? Est-ce que je dois refaire un développement iPhone ou est-ce que c'est suffisant avec mon site actuel? Mais il n'y a pas d'outil qui, demain, fait que vous serez positionné. Puis après, en termes de veille, le Google Alert, moi, c'est le minimum que j'utilise. Alors, j'ai mis Viadeo ici parce que, en fait, on peut l'utiliser en termes de veille. Vous savez, je vous ai dit, on ne peut pas savoir sur Facebook qui regarde votre profil. Par contre, on peut le savoir sur Viadeo. Sur Viadeo, en haut à droite, vous avez ici les personnes qui visitent votre profil. Et là, j'ai cliqué dessus. Il y a toutes ces personnes-là. Mais regardez, moi, je n'ai pas 10 000 personnes qui regardent mon profil.
Je suis pas non plus, voilà, je suis pas connu. Alors comment je peux faire pour avoir 10 000 personnes qui visitent mon profil? En fait, c'est simple. J'ai placé le code de Viadeo sur mon blog et mon site professionnel. Tous ceux qui sont inscrits sur Viadeo ont un cookie. À partir de ce moment-là, il est enregistré dans la liste de mes visiteurs et je le vois dans mes profils. Après, je ne vous raconte pas en termes de démarche commerciale. Bonjour. Bonjour Joseph, Gabriel, Vincent. Tu as visité mon site? Certainement, tu es intéressé par du référencement. Est-ce que tu veux qu'on se rencontre? Bien sûr, après, ça peut être utilisé dans une démarche commerciale. Ça peut être utilisé dans une démarche de veille. Qui regarde mon profil? Ce sont des anciens camarades de classe? Ce sont des financeurs? Ce sont des concurrents? Vous savez, on fait la guerre à Facebook. On devrait regarder ce qui se passe en France avec Viadeo. Enfin, moi, je dis ça comme ça. Ensuite, d'autres outils. Je ne vais pas vous cacher que ce n'est pas systématiquement ceux que j'utilise constamment parce que mon métier n'est pas... je ne suis pas veilleur, c'est une de mes activités, mais ce n'est pas mon métier principal. En tout cas, ce sont des outils pratiques, notamment TweetDeck. Puis ensuite, faites des recherches avancées sur Google, sur d'autres sites comme Wikio, aussi des sites d'information. Voilà, il n'y aura jamais d'outils miracles. En fait, il y a des centaines d'outils. Déjà, je vous en ai peut-être donné que 1 ou 2%. Il y a beaucoup d'outils, tout va dépendre de ce que vous souhaitez faire. Il y a des outils francophones, anglophones. Je dirais qu'après, ça va dépendre de vos besoins. Je pense avoir fait le tour. Maintenant, je vais vous laisser une part de réaction, questions, réponses. Ce que vous avez raconté, c'était n'importe quoi. Ah bah au contraire, je trouvais qu'il y avait des choses intéressantes. Ou plutôt, je comprends pas. On m'avait dit ça et vous me dites ça. Alors la vérité, c'est quoi? En tout cas, maintenant, c'est à vous de parler. Je vous laisse la parole et je vous remercie en tout cas pour votre attention. Merci. S'il y a des questions, n'hésitez pas. Je ne sais pas s'il y a un seul micro ou... Il y a 2 micros, ouais. Voilà, donc si jamais vous avez des questions, vous levez juste le doigt. Oui, je te remercie pour cette présentation. Une question que je me pose, est-ce qu'il est possible de suivre sur Facebook, par exemple, ou peut-être sur Google, est-ce qu'il y a un bon blog, par exemple, qui parle des évolutions de ces outils-là? Les règles de Facebook changent régulièrement, celles de Google probablement également. Est-ce qu'il y a moyen de suivre ça? Bah justement, suivre ça, il faut déterminer le ça, parce qu'il y a énormément d'informations. Je crois que même à la limite, il y a trop d'informations, mais il faut juste savoir qu'est-ce qu'on cherche exactement. Je prends un exemple. Ici, pour savoir qu'est-ce qui se dit autour du RSSIL, eh bien, on met le hashtag dans Twitter et on voit ce qui est dit en temps réel. Ce qui permet de savoir tout ce qui est dit autour de cela. Sur Google Alert, on pourrait prendre le mot-clé algorithme Google pour être informé de tout ce qui se dit sur le web autour de algorithme Google, par exemple. Donc oui, il y a effectivement des blogs ou des sites d'information. Alors moi, je pense à Abondance. Dans le domaine du référencement, c'est Abondance, c'est WebRank Info. Bon, après, il y a le côté obscur aussi. C'est-à-dire qu'il y a les bons référenceurs, puis les mauvais, ou surtout les très bons. Parce que les mauvais référenceurs, en fait, sont des très bons. C'est ceux qui utilisent des techniques illégitimes, qui font un peu de piratage orienté référencement. Donc il y a des sites comme SEO Sphere, SEO Blackout, orienté vraiment pirate référencement. Donc tout va dépendre justement de qu'est-ce qui nous intéresse. Est-ce que l'on veut, c'est juste connaître au niveau commercial la part de marché de Google, ou c'est la technique d'injection HTML des failles XSS pour améliorer son référencement. Donc il faut d'abord déterminer qu'est-ce que l'on veut suivre exactement, parce que sinon on va être débordé d'informations. Débordé. Merci pour ta question, Merci. François. Une deuxième question peut-être? Une réaction? Bon, bah dans ce cas-là, je vous remercie en tout cas d'avoir participé et puis je vous souhaite une bonne journée et un bon salon.